Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit avait enveloppé Washington DC d'un manteau sombre et apaisant, mais la ville ne dormait pas encore. Les lampadaires diffusant une lumière orangée baignaient les trottoirs d'un éclat chaud, et les phares des voitures illuminaient par intermittence les façades des immeubles, dessinant des ombres dansantes sur le bitume. Des murmures de conversation flottaient depuis les cafés ouverts tard, et l'odeur mêlée de pluie fraîche et de terre humide flottait dans l'air. Au volant de sa voiture noire étincelante, le général Marcus Johnson roulait doucement, profitant de ce moment de quiétude après une longue journée. La réunion stratégique avec ses collègues avait été intense, ponctuée de discussions pointues sur la sécurité nationale, de décisions lourdes de conséquences et d'un flot incessant de responsabilités. Maintenant, les tensions du jour s'estompaient peu à peu, laissant place à une sérénité presque rare. Marcus aimait particulièrement ce quartier résidentiel où il habitait, des rues bordées d'arbres centenaires, des maisons aux façades élégantes, les pelouses soigneusement entretenues, tout évoquait un havre de paix au cœur d'une ville souvent agitée. Sa voiture roulait lentement, le moteur ronronnant presque en silence, glissant sur l'asphalte comme un murmure dans la nuit. Dans son esprit, il savourait cette simple routine, le retour vers sa maison qu'il avait construite pour sa famille, avec des photos accrochées au mur et le parfum réconfortant d'un foyer. Ce soir, il se permettait de se détendre, de laisser ses épaules se relâcher, de goûter à cette tranquillité méritée. Mais il y avait quelque chose, dans l'air ce soir-là, qui échappait à Marcus. Une tension sourde, presque imperceptible, comme une ombre invisible posée sur le paysage calme. Un peu plus loin, dans une voiture de patrouille aux couleurs familières, l'agent Blake faisait sa ronde. Policier blanc de la ville, Blake était loin d'être un novice, mais ses expériences dans des quartiers comme celui-ci étaient rares. Depuis son intégration au département, il s'était forgé une réputation tenace, dur, obstiné, parfois trop prompt à laisser ses jugements personnels dicter ses actions. Ses collègues murmuraient qu'il était un homme à poigne, mais ceux qui connaissaient ses tendances plus profondes parlaient d'une nature fermée, parfois aveuglée par ses propres préjugés. Cette nuit-là, Blake remarqua la voiture noire, garée à un endroit où les lumières des maisons semblaient se refléter comme sur un trophée brillant. Quelque chose dans cette voiture lui paraissait déplacé. Trop luxueuse. Trop étrangère à cet environnement. Une intuition naquit dans son esprit, sourde mais insistante. Ici, ce ne serait pas simplement un contrôle de routine. Il arrêta son véhicule de patrouille avec un crissement léger, sortit, les bottes claquant sur le trottoir, et s'avança vers la voiture du général avec une démarche ferme et déterminée. L'air frais de la nuit faisait frissonner les feuilles au-dessus de lui, et l'ombre des grands chênes étirait des silhouettes inquiétantes sur le bitume. À l'intérieur, Marcus attendait calmement. Il ne roulait pas vite, il n'avait rien d'illégal, et pourtant, à l'instant précis où Blake frappa violemment sur la vitre, ce calme fut troublé. Le choc du geste fut vif, presque agressif. Marcus tourna la tête, croisant le regard sévère de l'agent, sans peur ni hostilité, simplement avec une curiosité tranquille. « Monsieur, sortez du véhicule », lança Blake d'une voix autoritaire. Surpris, Marcus baissa la vitre, son regard posé mais vigilant. « Bonsoir, officier. Puis-je savoir ce qui se passe ?» demanda-t-il avec politesse. Blake se pencha vers lui, ses yeux perçants semblant chercher une faille invisible. « Vous êtes garé dans une zone où il n'est pas permis de stationner », déclara-t-il en fronçant les sourcils, sa voix trahissant une pointe d'impatience. Marcus chercha du regard, mais aucun panneau n'indiquait la moindre restriction. « Je ne vois pas de panneau interdisant le stationnement ici, officier. Mais je peux déplacer la voiture si vous le souhaitez, » répondit-il calmement, sans perdre son aplomb. L'agent fit quelques pas en arrière, puis revint avec un regard lourd de suspicion. « C'est étrange. Vous semblez trop calme, trop sûr de vous. Vous ne semblez pas être d'ici. Je vais devoir vérifier vos papiers. » L'arrogance de Blake brûlait dans l'air. Marcus sentit une lourdeur familière peser sur ses épaules, ce regard qui doute, qui soupçonne sans raison, qui nie l'existence d'un homme derrière l'uniforme. Il redressa légèrement la tête, sentant l'orgueil intact, comme une armure invisible. « Je suis le général Marcus Johnson », dit-il d'une voix claire, posée, ferme. « Officier supérieur de l'armée des États-Unis. Voici ma carte d'identité. » Blake prit la carte d'identité sans empressement, la tenant comme s'il contemplait un objet inconnu, presque déroutant. « D'accord, général. Je vais devoir vérifier cela, » murmura-t-il en tournant les talons.
Dans la voiture, Marcus ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Son calme intérieur était un combat silencieux contre la colère qui menaçait de bouillonner. Il avait affronté bien pire, mais jamais il n'aurait cru que ce genre de jugement puisse encore surgir dans une ville comme celle-ci, au cœur du pouvoir américain. Son esprit se mit à tourner, scrutant chaque détail, chaque éventualité. Mais en cet instant, il ne laissa rien paraître. Il attendit. Le poids du silence s'étira, tandis que l'agent s'éloignait pour vérifier les documents, et que l'ombre de l'injustice planait au-dessus de la nuit. Blake retourna à sa voiture, son pas raide trahissant l'agitation qui montait en lui. Il ouvrit brusquement la portière, jeta un rapide regard à l'écran de son ordinateur de bord, puis, comme mu par un doute persistant, sortit son talkie-walkie. « Centrale, ici l'agent Blake. J'ai besoin d'un renfort pour un contrôle d'identité suspecte dans le secteur résidentiel nord. Individu masculin, noir, véhicule de luxe. » Il n'attendit même pas la confirmation complète de l'opérateur avant d'apercevoir une silhouette familière au loin. « Hé, Larry, viens voir ça !» lança-t-il d'un ton à la fois complice et soupçonneux à un jeune collègue en uniforme, l'agent Larry Jenkins, qui marchait nonchalamment sur le trottoir. Larry s'approcha en trottinant, le regard curieux. Il n'avait pas encore remarqué Marcus dans la voiture. Ce n'est qu'en s'approchant qu'il vit l'homme assis calmement, les mains sur le volant, le regard droit, fier, contenu mais alerte. « C'est qui ?» demanda Larry à voix basse, en observant la scène. « Il dit qu'il est général. Général Marcus Johnson. T'en connais, toi, des généraux noirs dans des caisses comme ça ?» répondit Blake avec un rictus méfiant. Larry ne répondit pas. Il regardait l'homme dans la voiture avec un mélange d'incertitude et de gêne. Marcus, toujours assis, sentait le poids de leur regard poser sur lui une présomption silencieuse de culpabilité. Il restait digne, mais à l'intérieur, l'humiliation battait contre ses côtes comme un tambour sourd. Pas pour ce qu'il vivait, il y avait connu pire, mais pour ce que cela révélait encore une fois, qu'un homme noir devait continuellement prouver sa légitimité, même après avoir servi son pays au plus haut niveau. Après quelques instants d'hésitation et d'échanges chuchotés entre les deux agents, Blake reprit l'initiative. Il s'approcha de la voiture avec une assurance teintée d'arrogance, ses mains près de sa ceinture. « Je vais vous demander de sortir du véhicule, général », lança-t-il, appuyant avec insistance sur le titre comme s'il s'agissait d'un mensonge. « Il semble que vous ayez des ennuis. » Marcus tourna lentement la tête vers lui, l'expression neutre mais le regard dur comme l'acier. « Vous ne m'avez toujours pas dit en quoi je suis en infraction, agent. »« Je vous l'ai dit, comportement suspect, voiture mal stationnée, refus de coopérer. »« C'est suffisant. » Le général inspira profondément, contrôlant chaque fibre de son corps pour ne pas laisser sa colère éclater. Sa voix, lorsqu'elle sortit, était posée, glaciale. « Vous ne pouvez pas m'arrêter sans motif valable. Je connais mes droits, et je vous demande de respecter mon autorité, comme je respecte la vôtre. » Blake recula d'un demi-pas, mais son visage se ferma. Il n'aimait pas être défié, encore moins par un homme qui refusait de se soumettre à ses ordres implicites. L'autorité de Marcus, son calme, sa stature, sa diction ne faisaient qu'attiser sa frustration. « Je vous mets en garde », gronda-t-il en tentant d'ouvrir la portière. « Ne compliquez pas les choses. » Marcus attrapa calmement la poignée de l'intérieur, empêchant l'ouverture. « Je vais vous demander une dernière fois de respecter ma dignité et de vous éloigner. » Blake N. Koutapas. Aveuglé par son propre besoin de contrôle, il tendit la main pour attraper Marcus par le poignet, tentant de l'extraire de force de son véhicule. Mais à cet instant précis, le hurlement d'une autre sirène coupa l'air tendu de la rue. Une deuxième voiture de patrouille arriva en vitesse et s'arrêta non loin. Une femme descendit rapidement du véhicule. Le lieutenant Carol Davis. Grande, droite, le regard vif et l'uniforme impeccable, Carol était une figure respectée dans le département. Afro-américaine, elle connaissait bien les obstacles invisibles que certains refusaient encore de voir. Et elle connaissait Marcus. Elle l'avait croisé plusieurs fois lors de cérémonies militaires ou de réunions interservices. Son regard passa rapidement de Blake à Marcus. Elle comprit immédiatement. Le coeur serré, ella se abanca. Blake, reculez immédiatement, dit-elle d'un ton sec, tranchant comme une lame. Sa voix claquait dans l'air comme un ordre militaire. Lieutenant, il résistait. Ce n'est pas ce que vous croyez.
Et ce n'est surtout pas votre affaire maintenant. Blake, interdit, recula d'un pas, ses mâchoires serrées, incapable de soutenir le regard de Carol. Elle s'approcha du véhicule. Son visage changea légèrement lorsqu'elle adressa la parole à Marcus. Ses yeux exprimaient une reconnaissance silencieuse, mêlée à une colère maîtrisée. « Général Johnson, toutes mes excuses. Vous êtes libre de partir. » Marcus hocha la tête en silence, puis laissa échapper un souffle long. Il savait que c'était terminé pour ce soir. Mais pas pour toujours. Son regard croisa celui de Larry, encore figé, les lèvres entr'ouvertes, troublé de ce qu'il venait de voir. Carol se tourna ensuite vers Blake avec autorité. « Suivez-moi, maintenant. Nous allons discuter. » Elle n'attendit pas de réponse, sachant que la suite allait nécessiter bien plus qu'un simple rapport. Marcus redémarra doucement son véhicule, s'éloignant dans la nuit, la silhouette digne malgré l'ombre de l'humiliation. Dans le silence retrouvé de la rue, un seul fait restait évident. Ce n'était pas seulement un homme qu'on avait tenté d'arrêter ce soir. C'était une figure, un symbole. Et ce symbole, malgré tout, avait refusé de plier. Quelques jours plus tard, une vidéo granuleuse mais saisissante fit irruption sur les réseaux sociaux. Capturée par un adolescent depuis son téléphone, elle montrait, en plein cœur d'un quartier résidentiel paisible, un policier blanc, nerveux et méprisant, tentant d'arracher un homme noir en uniforme de son véhicule. Ce que peu de spectateurs savaient au départ, c'est que cet homme n'était pas un citoyen lambda. C'était le général Marcus Johnson, vétéran décoré, figure respectée des forces armées. La vidéo, montée sobrement avec un simple titre, « Un général noir face à l'humiliation », enflamma la toile. En quelques heures, elle franchit le million de vues. Des personnalités publiques, des journalistes, des vétérans, des anonymes prirent la parole pour exprimer leur indignation. Les commentaires affluaient. Et voilà comment on traite nos héros. Être noir efface tout le reste, même les galons. L'Amérique doit regarder cette vidéo en face. La colère était d'autant plus forte que la scène mettait en lumière l'arrogance, le mépris et le racisme à visage découvert d'un agent de l'ordre. Rien ne pouvait justifier une telle attitude envers un homme qui n'avait opposé aucune résistance, qui avait simplement demandé qu'on respecte sa dignité. Sous la pression croissante, les médias traditionnels s'emparèrent de l'affaire. Le nom de l'agent Blake fut révélé, et avec lui, un passif accablant, plusieurs plaintes pour comportements discriminatoires, toutes classées sans suite au fil des années. Cette fois, la caméra avait parlé à sa place. Le gouvernement fédéral, interpellé par des figures militaires de haut rang et des élus du Congrès, ouvrit une enquête officielle. L'agent Blake fut suspendu dans un premier temps, puis révoqué dans un silence pesant. Sa défense fut minée par la clarté des images, par l'absence totale de justification légale pour son comportement et surtout par son regard, ce regard chargé de mépris que la nation entière avait vu. Le karma frappa avec une ironie implacable. Blake, autrefois sûr de son pouvoir, vit son nom devenir synonyme de honte dans sa propre ville. Il fut désavoué publiquement, lâché par ses collègues, rejeté par l'institution qu'il croyait pouvoir manipuler sans conséquence. Il disparut des radars, reclus, tandis que la ville, elle, était confrontée à un miroir brutal, celui de ses préjugés enracinés, de ses pratiques discriminatoires encore bien vivantes. Le conseil municipal dut organiser une série de réunions publiques pour faire face à la pression citoyenne. Des centaines d'habitants, toutes origines confondues, vinrent témoigner, dénoncer, raconter d'autres humiliations invisibles. Une ville entière, jusque-là endormie sous le vernis de la respectabilité, se découvrait malade d'un racisme systémique qu'elle n'avait jamais osé nommer. Quant au général Marcus Johnson, il resta silencieux pendant plusieurs jours. Lorsqu'il finit par s'exprimer publiquement lors d'un discours sobre à la caserne de Fort Belmont, sa voix posée bouleversa l'opinion. Il parla de dignité, de respect, de combat. Pas contre des individus, mais contre les mécanismes de méfiance, de peur et de haine qui déshumanisent. Il ne demanda ni vengeance, ni faveur, seulement que l'on écoute, enfin. Son discours fut diffusé en boucle. Des écoles aux unités militaires, son histoire devint un symbole d'endurance et de force morale. Il reçut des lettres du monde entier, y compris d'anciens soldats qu'il avait dirigés, lui affirmant leur loyauté et leur fierté. Le lieutenant Carol Davis, de son côté, devint une figure incontournable du changement. Profitant du tremblement de terre institutionnel provoqué par l'affaire, elle lança un audit complet des procédures de contrôle et d'interpellation de son département.
Elle mit sur pied un programme de formation obligatoire sur les biais raciaux, fit appel à des experts civils et s'engagea à publier un rapport mensuel transparent sur les contrôles policiers selon les origines. Mais au-delà des protocoles, elle œuvra pour transformer les mentalités. Dans les commissariats, elle réunit les agents en petits groupes de parole, les confrontant parfois aux témoignages de civils, aux récits de ceux qui avaient subi des humiliations silencieuses. Elle voulait casser l'arrogance, reconnecter l'uniforme à son essence, protéger. L'incident ne fut pas qu'un scandale de plus. Il devint un point de rupture. Et dans le silence qui suivit la tempête, un fait restait ancré dans la mémoire collective. Ce soir-là, un homme aurait pu être détruit, effacé, écrasé. Mais il avait tenu. Non pas en criant, mais en tenant tête, simplement, fermement, avec dignité. Et c'est cela, plus que la vidéo, plus que les protestations, c'est cette dignité calme qui avait changé quelque chose.